c'est ce qui s'appelle un démarrage complètement raté. Je ne sais pas si vous êtes nombreuses et nombreux à suivre ce live. Si vous écoutez ce live en replay, en podcast audio, bien voilà, vous aurez compris qu'il y a eu un petit couac au démarrage après 511 numéros. Salut Victoria. Salut Thierry. Ça devait arriver. Oui. Ouais, on le prend bien parce que voilà. La semaine dernière a été vraiment très très productive. Oui, on a eu 2 events, donc puis on n'est pas vraiment reposé en fait, à vrai dire. Parce que ça finit pas, voilà. parce que là on prépare le meilleur de la pub. Exact. D'ailleurs, vous verrez le logo en bas à droite. C'est pour vous préparer à l'idée qu'on va se voir, et nous on s'en réjouit, le 15 mai. Le 15 mai. Est-ce que je peux faire un petit... Oui, vas-y. Tous ceux qui m'écrivent pour me dire que le premier délai est fixé le jour de Pâques, on le sait. On le sait. On le sait, parce que vous savez aussi qu'il y a plus une semaine. Alors, cool. Oui, mais il n'y aura pas de rallonge. Mais il n'y aura pas de rallonge après la semaine. Voilà. Oui, après 10 ans du meilleur de la pub, il commence à connaître la maniclette. Voilà. Mais ça ne vous empêche pas de faire comme certaines agences. On les remercie, qui ont déjà déposé des dossiers pour cette 10e édition, une édition anniversaire. Venez faire la fête avec nous. On va travailler sur peut-être une belle surprise. On n'en dit pas plus. On va laisser place à notre invité avec un thème qui nous tient à cœur. Énormément. Ouais. Elle est partout, ces 2 lettres magiques sont partout, et toi tu as réussi à trouver quelqu'un qui va nous parler carrément d'un événement qui lui donne honneur, qui lui fait honneur. On n'a pas pu y aller parce que justement on avait un des nôtres, voilà. Et donc on s'est dit non, c'est pas possible, séance de rattrapage. Donc la première édition du Swiss Data et IA Summit 2025 a été organisée par Micropole Suisse. Cette conférence est tenue la semaine dernière, donc le 3 avril, en même temps que notre meilleur du podcast. Donc, il y avait un big star pour la keynote, c'était Thierry Breton, ancien commissaire européen marché intérieur. Il y avait 2 tables rondes aussi, qui abordaient la question de la gouvernance des données, ainsi que l'architecture data à l'ère de l'IA. Pour tous ceux qui n'ont pas pu s'y rendre, on organise aujourd'hui une séance de rattrapage avec Pierre-Olivier Spinelli, responsable Data AI de Micropole Suisse. Bonjour. Bienvenue à bord. Bonjour, merci de m'accueillir. Voilà. Génial, on va en savoir plus sur cet événement qu'on n'a pas pu aller voir. Et c'est parti pour faire connaissance avec ce rendez-vous. Exact. J'ai envie de dire, c'est pratiquement le premier du genre. Il y a une série qui commence à se préparer là, mais c'est vraiment le premier de cette taille-là et de cette envergure. Alors, la première question toute simple que j'ai posée à des gens de Micropole Suisse pour savoir, mais pourquoi vous lancez cet événement? Alors, la réponse est... En fait, la réponse, c'est que on a beaucoup réfléchi à sponsoriser en fait des événements avec Micropole pour s'intégrer dans une dynamique existante. Et puis on n'a pas trouvé forcément l'événement qui nous correspondait, ou en tout cas l'événement qui nous faisait un peu vibrer. Alors il y a des événements d'excellente qualité sur le marché, mais là c'était vraiment en fait de créer un événement un peu plus fédérateur autour de décideurs de la data, avec justement un format un peu différent, avec une keynote, des tables rondes, faire des retours d'expérience en fait assez concrets sur les sujets qu'on est capable d'aborder chez les clients. Et c'était cet écosystème, ce partage en fait des échanges en fait qui nous a particulièrement intéressés dans la construction de cet événement. Ça, je trouve que c'est une excellente réponse, parce que nous, on a fait la même chose avec le meilleur du podcast. On ne trouvait pas un événement à notre taille, donc on s'est dit, on va l'organiser. On va le créer. Et ça, c'est le meilleur message qu'on peut laisser à tout le monde. On partage ça. Quand vous voulez quelque chose, si vous ne le trouvez pas, créez-le. Donc ça, c'est parfait. Donc, bravo. On était exactement au même moment, le même jour, en train de faire la même chose. Alors, quel est le bilan de cette première édition? Qu'est-ce que tu peux... on va rentrer un peu plus dans les détails, mais globalement... alors, vous êtes chez Micropole, vous êtes tous des experts. Alors, de ton côté, est-ce que tu as appris quelque chose? On apprend toujours, c'est ça qui est beau dans le métier. Oui, bien sûr, on apprend parce qu'en fin de compte, lors des tables rondes, on
on apprend en fait, je dirais, la manière dont concrètement les choses se déroulent chez des clients. Donc on va sortir de la théorie. Donc c'était très enrichissant. Et puis il y avait la table ronde de Thierry Breton qui effectivement nous a apporté un éclairage un peu plus haut niveau que ce qu'on peut rencontrer au quotidien, avec vraiment un éclairage aussi sur les impacts data au niveau international, souveraineté, tous ces genres de sujets. Donc bien sûr on a beaucoup appris. Ouais. Alors lui, c'est un des fervents du marché numérique européen. C'est une grande question pour lui. La souveraineté des datas. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Et dans ce contexte psychédélique dans lequel nous vivons, où on peut imaginer, je ne sais plus, il y a une espèce d'agent orange dans le monde qui est en train de nous pulvériser tous, mais est-ce que il est urgent d'avoir de protéger ces données, ces datas sur le territoire européen, de pouvoir avoir cette gouvernance de data? Où est-ce qu'on en est ? Alors, en fait, c'est un sujet, c'est vrai qu'on voit sous le feu des projecteurs avec ce qui se passe un petit peu au niveau international, mais en vrai, l'hébergement, la question de l'hébergement, de la sécurité, de la sécurisation de ces données, c'est un sujet qui est présent déjà depuis un moment et qui s'accélère un petit peu avec ce qui se passe actuellement. Donc, il est urgent d'agir. De toute façon, il y a, je dirais, le mouvement est en marche depuis un moment parce qu'il y a de toute façon des réglementations qui régulent un petit peu tout ce qui doit se faire au niveau des données. Donc, ces démarches, elles sont déjà incluses, je dirais, chez les entreprises. Et puis, il y a des mouvements de toute façon aussi technologiques, c'est-à-dire que on peut être dans des cloud providers américains, mais quand même sécuriser sa donnée avec des clés qui appartiennent uniquement à nous. Donc c'est une donnée qui est inexploitable de toute façon pour les acteurs américains. Et après il y a de toute façon aussi une vague, je dirais, de souveraineté européenne avec des initiatives européennes au sens large de création de data centers pour justement être capable d'héberger la donnée et les services autour de la donnée. Et puis il y a même des initiatives suisses avec Infomaniac, Idora, Exoscale, qui se positionnent aussi comme cloud souverain pour justement avoir un hébergement suisse sur territoire suisse et manager pour pas avoir d'ingérence entre guillemets étrangère. Oui, si jamais, allez voir un post très très bien fichu. On salue Boris, le fondateur de Infomaniac, qui s'est targué d'un super post sur LinkedIn pour dire ça y est, la Confédération suisse fait appel à du cloud suisse. C'était bien évidemment un poisson d'avril, mais c'était une forme de message pour revenir sur l'idée. Pour sensibiliser. Pour pousser l'idée que ça serait bien de stocker tout ça chez nous. Alors j'étais dans une conférence il y a 15 jours à Zurich d'Oracle et certains abordaient la question que on se retrouve aujourd'hui avec des employés qui viennent avec leur propre ordi pour utiliser des outils d'IA parce qu'il n'y a encore rien de construit à l'intérieur du CRM de l'entreprise et donc il y a une valse de données qui part de manière totalement je vais dire personne ne s'en rend compte parce que les entreprises ne sont pas prêtes. Alors qu'est-ce que tu peux dire toi, quels conseils tu peux donner, comment est-ce qu'on peut vraiment se préparer à avoir ces outils, ces agents d'IA personnalisés, dédiés à l'entreprise? Qu'est-ce qu'il faut faire? Commencer par quoi? Alors déjà, il faut effectivement se faire une vue un peu globale des choses. Alors, on parle souvent du risque technologique sur la fuite de données, mais bien évidemment, souvent le risque il est humain. Donc du coup, il faut, on va passer pour moi par trois grands pans en fait. Il y a déjà l'acculturation entre guillemets. Il faut expliquer en fait aux collaborateurs le danger que peut représenter une fuite de données sur un agent. On va prendre l'exemple de ChatGPT ou DeepSeek en fait. Ouais. Utiliser ces chatbots sur des données d'entreprise pour synthétiser des comptes rendus de réunion. Il y a même des personnes par exemple qui utilisent ça pour challenger leur code. C'est un danger parce qu'il y a une fuite d'informations qu'on maîtrise plus. Donc il y a l'acculturation, en fin de compte, qu'il faut mettre en œuvre pour qu'on comprenne le risque que cela peut apporter d'utiliser de manière incontrôlée ces outils-là. Je dirais qu'après, il y a la technologie, malgré tout, la plateforme de données, c'est-à-dire qu'il va falloir que les entreprises aussi se mettent en ordre de marche pour offrir dans leur plateforme de données, de manière générale, des fonctionnalités assez puissantes
pour générer et créer en fait ces modèles dans un environnement fermé. Donc nous on accompagne des clients déjà à mettre ça en œuvre, mais dans des environnements dans leur propre serveur. Et puis après c'est les processus d'entreprise. Hein, c'est tout simplement voilà, il faut se conformer à certains usages et puis amener les employés à les respecter. Oui, mais donc là, vous aviez comme client, vous aviez un hôpital. Aujourd'hui, on sait que les hôpitaux ont été beaucoup attaqués par des hackers. Donc la donnée, la data, je dirais, médicale, elle est très sensible. Est-ce que le monde hospitalier, ils doivent remettre une couche après déjà toute la sécurisation qu'ils ont faite? Est-ce que pour eux, c'est vraiment, ça a un coût? Je veux dire, qu'est-ce que ça représente pour une entreprise d'une taille comme ça? Alors on accompagne des hôpitaux, des banques, des services publics, effectivement. La donnée de santé reste une donnée effectivement très sensible. Ouais, mais je dirais qu'en fait, les processus métiers sont déjà tellement bien cadrés en fait dans les hôpitaux que pour eux c'est juste faire rentrer les outils qu'on déploie dans des méthodologies, des processus métiers qui sont déjà relativement bien cadrés et qui limitent les risques d'exposition à la donnée. Ce qui va se passer typiquement dans ce genre de cas, c'est que la gouvernance globale de l'entreprise, elle va intervenir. Donc c'est pas forcément des coûts de projet, des coûts technologiques, c'est plutôt des coûts d'organisation. Les processus, les organes de gouvernance de la donnée vont organiser la manière dont la donnée va être traitée. Elle va être classifiée. Il y a une partie de données en fait qui de toute façon restera de manière silotée dans l'entreprise, dans des data centers cryptés. Et après, ce qui effectivement où on va avoir mais plutôt sur de la recherche de données qui sont déjà anonymisées ou qu'on ne peut pas remonter à un utilisateur et qui contient pas de données de santé, ça on l'exposera sur des systèmes différents. Mais il y a cette approche en fait avec une donnée qui restera de toute façon interne à l'entreprise, interne aux hôpitaux. Et celle-là, c'est souvent la donnée très sensible qu'on n'exposera de toute façon pas à d'autres usages. On revient sur l'événement lui-même. Il s'adressait à quel type de compte? Est-ce que justement, dans cet événement, à l'image de l'exemple de Victoria, tu t'es retrouvé à éduquer, à faire passer des messages pour justement les précautions autour de la protection des données pour tout type d'entreprise? Alors du coup, c'était un événement où nous, on voulait faire venir un peu tout ce qui est CXO, quoi, les C-level, des personnes décideurs et qui ont une influence dans l'entreprise, justement pour, tout au long de la journée, apporter les bons messages que eux, derrière, peuvent distiller à l'entreprise. Et effectivement, on a lors de l'événement, adressé 2 grands sujets principaux, qui sont la gouvernance et l'architecture. Et c'est à travers ces 2 piliers, en fin de compte, on va traiter les sujets de protection de données. La gouvernance, ça va être les outils de monitoring et l'organisation qu'on va mettre autour de la donnée, et la plateforme, ça va être plutôt la déclinaison technologique de la manière dont on va adresser ces sujets-là. Oui, parce que la nouveauté avec l'IA, c'est que le coût d'entrée technologique, je dirais, est pratiquement nul. Tout le monde peut l'utiliser. Alors qu'on a vu que pour les précédentes technologies, il fallait quand même un minimum de formation. Là, tout le monde a l'impression que finalement, c'est à la portée de tout le monde, écrire un prompt. Alors, le résultat sera plus ou moins bon, mais enfin, je veux dire, ça ne demande rien. On peut même ne plus coder, vu qu'on te propose un code. Si tu connais rien, tu peux te dire j'y vais. Quand on parle du risque de l'IA, si on donne des informations sensibles, ces informations, elles finissent où? Ça, c'est une question que personne ne répond. On dit c'est dangereux, mais ça finit où? Et qui peut retrouver ces infos et en faire quoi? C'est une question classique, mais j'aimerais bien le savoir. Non, mais je pense, en fait, dans les serveurs, si on utilise ChatGPT ou DeepSeek, les données à la fin se retrouvent, les prompts et les résultats se retrouvent de toute façon dans les serveurs de ces sociétés-là. Oui, mais ça veut dire que quelqu'un là-dedans doit, ou alors elles se font elles-mêmes hacker et puis les informations sortent. Alors après, tu peux aussi... de toute façon, il y a aussi un auto-apprentissage en fonction des prompts, des réponses. Donc à un moment donné, effectivement, les données qu'on a données, en fait, entre guillemets, à ces outils-là, à un moment donné, serviront à répondre à une question que quelqu'un posera dans un an. Donc, donc c'est une donnée exposée, en fait. Voilà, oui. Oui, il y avait le phénomène. Oui, je pense que... Il y avait aussi le phénomène des prompts pour hacker.
Il y avait par exemple à l'époque sur ChatGPT le fait de répéter des caractères, des choses comme ça. Tout d'un coup, tu te retrouves avec des informations très très sensibles parce que l'interface, c'est pas trop bien géré ta requête et tu te retrouves à apprendre quelque chose qui t'appartient pas. Mais comment on fait passer le message justement? Moi, j'imagine, Micropole vient peut-être avec des solutions à mettre en interne dans les sociétés pour hoster directement ces puissances de calcul, mais aussi la data qui appartient aux entreprises. Comment on accompagne un client pour lui dire, voilà, vous êtes amusé sur des choses gratuites en ligne, mais maintenant on va mettre ça dans les murs de votre société. Comment tu présentes par exemple les avantages pour mettre en place de tels process? Alors en fait il y a deux étapes. En fait, quand on accompagne des clients sur ces sujets-là, on va d'abord passer par une phase qui est uniquement du conseil, c'est-à-dire là on est vraiment dans la compréhension du pourquoi. En fait, déjà pourquoi est-ce qu'on veut mettre ça en place, et après on identifie les cas d'usage et on va construire de manière itérative les processus, les modèles, pour faire comment dirais-je, pour monter petit à petit en fait les étapes en fait de l'IA. Et de la mise en place de ces agents. Après les avantages, l'avantage en fait c'est toujours un peu le même, c'est-à-dire que il faut regarder la courbe d'adoption, c'est-à-dire parfois on se pose la question de est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que c'est un effet profond. On voit par exemple OpenAI avec ChatGPT, il y a un article qui est sorti dans le New York Times, je crois, qui montre que le taux d'adoption, en fin de compte, il y a eu 1 million d'utilisateurs en 2 mois, là où Uber ou d'autres applications ont mis presque 1 an pour les avoir. Exact. Donc en fait, c'est déjà ancré dans les processus de notre quotidien. L'adoption est très forte, donc de toute façon l'entreprise va pas pouvoir lutter contre. Donc la première chose, c'est de leur dire que il faut accompagner le changement plutôt que de le brider. De toute façon, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Victoria, à un moment donné, il va y avoir des laptops et puis on va entrer des prompts et puis on va s'aider de ces outils. Donc la première chose, c'est l'adoption est trop forte pour ne pas y aller. Donc maintenant, il faut y aller. Et puis après, tout ce qui va être les avantages, c'est que effectivement, ça va être dans un cadre maîtrisé avec des modèles maîtrisés et on se rend propriétaire de l'intelligence en fin de compte des modèles qu'on va déployer. Mais on se pose la question alors on a bien dit, maintenant on est comme toujours, on est toujours fasciné sur le comment, donc la technologie, faut qu'on la maîtrise et tout, mais on se pose toujours la question du pourquoi après. Donc hier par exemple j'étais à une conférence de Publicis chez Publicis où il y avait le data analyst du tout le groupe Publicis Group qui montrait des exemples de pubs réalisés 100% avec de l'IA. On voit ces magnifiques vidéos. Il y en a une de KFC là, qui vient de sortir, tout le monde en parle. Et tu regardes ce truc et ça n'a aucun sens. Même l'œil humain n'arrive même pas à comprendre le sujet. Bon, tu comprends qu'il y a la marque à un moment, mais parce que, évidemment, aujourd'hui, la génération d'images, elle est très, très, très rapide. Donc, la succession, on n'arrive pas à avoir on ne peut pas tirer une scène, je dirais, au-delà de 5 secondes. Donc, on a une succession d'images. Ça n'a aucun sens. Et finalement, alors, on publie ces trucs. Alors, pour l'instant, qu'en ligne, mais personne ne sait ce qu'on va faire de ces choses-là. Donc, est-ce que ça va remplacer une industrie? Alors, les gens qui travaillent dans l'industrie de la publicité ou pas, tout le monde finalement se dit mais peut-être pas parce que on ne sait pas, il n'y a pas d'intentionnalité, c'est juste voilà, on écrit des choses, on a plein d'images. Alors j'ai l'impression qu'il y a quand même plusieurs secteurs qui vont être aussi dans cette même situation. Est-ce que c'est pas primordial de vraiment comprendre qu'est-ce qu'on cherche? On veut automatiser quoi? En fait, ça reprend exactement du coup ce que je disais à la réponse précédente, c'est qu'il faut d'abord chercher le cas d'usage avant de déployer quelque chose. Et donc le cas d'usage, c'est comprendre le pourquoi j'en ai besoin, oui, effectivement. Voilà. Je reviens sur... j'ai l'impression que ton accent fait mention de beaux pays voisins, la France. Comment tu vois, si ce n'est pas le cas, désolé, comment tu vois... Non, oui, il n'y a pas de souci. Comment tu vois l'avènement de ces lois? Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'écoute un podcast tech et on entend le papa de Siri qui dit que voilà, l'Europe, ils aiment bien légiférer, etc., là où les États-Unis se lâchent.
Et en plus, maintenant, on est en Suisse avec un copycat, mais on va dire amélioré de la protection, la loi sur la protection des données, hein, qui porte du coup pas le même nom. Sur l'IA, quel regard ou quelle question tu peux avoir sur cette idée de réglementer l'usage de ces outils, leur mise en place, etc. Et est-ce qu'il y a des inputs côté client? Est-ce que c'est aussi une problématique qui est comment dire, soulevée par les clients? Oui, alors c'est effectivement une problématique qu'on voit, où on entend souvent que la régulation empêche l'innovation. Ouais. Après, moi, de manière générale, donc pour moi, une IA ne remplacera jamais totalement un métier, une industrie ou un être humain. Il y aura toujours quand même besoin d'un peu de contrôle, de toute façon, parce qu'on va être limité pour l'instant technologiquement, hein, sur le fait d'avoir des puissances de calcul tellement fortes qu'on nous remplacerait totalement. Mais dans le moment, dans le laps de temps intermédiaire, la régulation, elle est nécessaire en fin de compte, ne serait-ce que pour protéger le consommateur. Moi, typiquement, en tant que utilisateur en fait de cette IA, j'ai quand même envie d'avoir un contrôle sur la donnée qui va être utilisée. Moi, typiquement, ça m'embêterait qu'on utilise mes données de santé pour faire des algorithmes de calcul de risque pour des assurances sans me demander mon consentement. Donc, en fait, la régulation, elle est obligatoire. Après, effectivement, le curseur qui est compliqué, c'est entre le moment où on doit réguler et le moment où on doit pousser aussi l'innovation, parce qu'on ne peut pas prendre du retard par rapport à d'autres entreprises ou d'autres pays, regroupements de pays. Mais pour moi, cette régulation est nécessaire parce qu'il faut avoir une IA. On a toujours parlé de la data responsable, effectivement, mais l'IA doit aussi être responsable dans la manière dont elle interprète les données et la manière dont elle va aussi les restituer. C'est des choses qui sont présentes chez nos clients aussi, hein. Ils nous demandent effectivement d'être responsable sur la donnée qu'on utilise, comment on va l'utiliser. Thierry Breton, il prenait un exemple lors de sa keynote sur les notes sociales. En fin de compte, est-ce qu'en Europe, en fait, on est prêt à ce que des IA scannent nos réseaux sociaux, nous donnent une note et qu'on soit après en mesure d'accéder à ce service ou pas? Moi, je suis père de famille de 2 enfants. J'ai pas envie, voilà, quelque part, je me dis que j'ai pas envie qu'ils vivent là-dedans. Donc, la régulation est nécessaire. Après, le curseur entre innovation et régulation, effectivement, est assez est pas simple. Mais en tout cas, tu parlais de retard qui peut être imputé par rapport à ces lois. Là, on voit que tout d'un coup, l'Europe se réveille avec une gueule de bois par rapport à la dépendance de la technologie américaine. On parlait souvent, hein, juste avant, par exemple, du cloud, de souveraineté. J'ai l'impression qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire. Pourquoi on est rentré dans cette habitude de consommer différemment et puis de prendre ce qui vient des États-Unis? J'ai l'impression que côté moteur de recherche, côté cloud, côté même IA, maintenant, il y a des acteurs, voilà, il y a des acteurs importants. Pourquoi ça? Quel regard tu as en te penchant là-dessus? Pourquoi ça prend pas? Pourquoi l'Europe elle n'est pas si sexy que d'aller sur OpenAI, pour prendre un exemple? C'est une très bonne question à laquelle moi la réponse que je vais avoir, c'est que j'ai l'impression que c'est pas tant la régulation, mais c'est plus la capacité d'investissement en fait qu'il n'y a pas. Or, si à un moment donné il faut y aller, faut qu'on investisse. Et parfois on n'a pas l'impression qu'il y ait eu une volonté. On a un marché intérieur qui est très bien fait, mais est-ce qu'il y a cette volonté en fait d'investissement en fait dans ces sujets-là? Je sais pas. Maintenant, en tout cas, c'est en cours. Il va y avoir des initiatives qui sont déjà lancées, donc il faut garder entre guillemets en ligne de mire le fait que ce retard sera rattrapé. Et puis on a tout pour réussir en Europe. On a de très bons ingénieurs, on a de très très bonnes compétences. Oui, donc il n'y a pas de raison à un moment donné qu'on reste dépendant. Ils vont revenir. Oui, en plus. Ils vont peut-être revenir à cause des problèmes de green card. Un Breton, lui, il est sensible à ça. Est-ce qu'il s'est exprimé justement sur tout d'un coup un réveil plus rapide pour mettre en place tout ça?
Oui, tout à fait. Lui, il est conscient de tout ça. Et ce qu'il dit, c'est que voilà, enfin, les initiatives, en fait, elles sont en cours. C'est pris au sérieux. Et que maintenant, voilà, il y a les idées. Maintenant, il faut le leadership, quoi. Il faut des leaders inspirants pour embarquer les gens dans la compréhension de ces sujets-là. Il faut des personnes pédagogues pour expliquer pourquoi est-ce qu'il faut y aller. Et puis après, il faut qu'il y ait des gens, des entreprises, en fait, qui se montent passionnés par tout ça pour maintenir l'élan, en fait, qui serait lancé à travers ces investissements. Alors, il y a toujours le what's next dans tout ce monde technologique. On commence à parler d'informatique quantique. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre par là ? Est-ce que c'est qu'une question de capacité de calcul qui va être encore plus augmentée ? Et là aussi, quid de la souveraineté européenne ? Qui sont les acteurs de ce monde-là ? Parce que pour l'instant, on aborde juste ce terme, mais on a encore peu de connaissances, en tout cas au niveau général. Bon, alors, l'informatique quantique, moi, je vais pas pouvoir disserter dessus, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'informatique quantique, quand on va parler de saut quantique, ce qu'on va expliquer, en fait, c'est qu'on va vraiment passer, on va changer le paradigme de la donnée, en fait, et on va passer, en fait, d'utilisation de la donnée très opérationnelle à effectivement de l'IA, des énormes volumes de données. Et en fin de compte, il va falloir à un moment donné qu'il y ait de la technologie qui permette de supporter tout ça. On est aux prémices, en fait, de ces choses-là, avec des architectures de plus en plus évolutives, de plus en plus automatisées. Et c'est là-dedans, en fait, que s'inscrit l'approche quantique, comme on peut la. Donc on va gérer cette data qui sera travaillée par de l'IA, et donc elle sera, d'un point de vue de data, elle sera beaucoup plus lourde que la data qu'on a aujourd'hui. On aura beaucoup plus de volume. On va aussi déléguer beaucoup plus de choses à la donnée. C'est-à-dire que, enfin, si on prend du côté technologique, de la manière dont on va accompagner nos clients, nous, ce qu'on va dire, c'est qu'on va détecter de la donnée. On va la tracer automatiquement pour s'assurer de sa conformité. Les agents, en fait, IA seront totalement intégrés dedans. Mais ça prendra du temps, et puis il faut effectivement que derrière il y ait toutes ces plateformes technologiques qui supportent tout ça. Oui, hier, dans cette conférence, enfin cette réunion de Publicis Group, il parlait justement qu'à partir du moment... Le but, c'est quand tu arrives sur un site, par exemple, de e-commerce, en quelques secondes, les premiers clics définiraient exactement le type de client que tu es, et on te proposerait un scénario de site totalement différent, vraiment adapté à la navigation que tu es en train de faire. Soit on comprend tout de suite que tu vas être un acheteur, soit on comprend que tu es juste là pour acheter peut-être un cadeau, mais c'est pas pour toi, ou bien tu es juste un passant qui vient juste faire du lèche-vitrine, et donc à ce moment-là on te proposerait d'autres choses. Et donc là on peut, parce que j'essaie d'imaginer aussi les applications les plus concrètes, hein, parce que là on parle toujours d'infrastructure, mais il faut que c'est un sens pour les gens. Est-ce qu'on va vers ce rêve du one-to-one, où tout ce que tu fais, autant sur tout type de navigation serait tout vraiment adapté à toi-même. Est-ce que c'est ça le futur ? Bah oui, c'est ça le futur. Effectivement, de toute façon, plus on aura de la donnée, plus on aura une capacité de la traiter, plus on va adresser des cas d'usage métiers et valorisés pour l'utilisateur. Donc bien évidemment, on aura des services de plus en plus personnalisés, que ce soit à travers des sites des sites web, des applications mobiles. C'est vers ça qu'on va tendre, oui. Vous avez, avec Univers et puis la présence en Suisse et surtout aussi dans le reste de l'Europe, une visibilité très très grande. Pour revenir à la Suisse, quel secteur d'activité, quel type d'industrie ou d'entreprise est plus propice à se lancer dans l'IA? Quels sont les types d'activités les plus porteuses, ou bien celles qui ce pouvoir d'adaptation à l'intégrer justement dans leur stratégie, dans leurs outils de tous les jours? Il y a tout ce qui va être le retail, qui effectivement a déjà un petit peu cette fibre data IA, donc qui est impliquée. Il y a pas mal de secteurs banque assurance, effectivement, qui cèdent beaucoup de ces sujets-là. Et puis on commence quand même à avoir des vraies questions qui se posent dans le domaine de la santé aussi, sur les activités de recherche. En fin de compte, on commence à entendre parler de ce secteur-là aussi. Donc je dirais retail, banque assurance et santé. Et donc c'est une super extra automatisation.
Parce qu'on nous laisse croire que dans le monde de la santé, on va trouver plein de nouveaux médicaments, on va définir de nouveaux... Enfin, on va pouvoir traquer des maladies. C'est aussi un outil d'aide. Mais est-ce que c'est ça ou ça va être juste? Parce que j'ai l'impression qu'en fonction des attentes, on peut se retrouver dans une bulle dans quelques années de l'IA, parce que finalement, on a cru que l'IA allait enlever toutes les maladies, allait faire je sais pas quoi et tout. Et puis, on va peut-être pas arriver à ça. Et peut-être que c'est simplement une ultra... automatisation, une de plus. Alors, le but de l'IA, souvent, est d'automatiser. Ça, c'est sûr et certain. Sauf que c'est vrai que maintenant, avec tout ce qui va être IA générative, on a la capacité de produire aussi du contenu. C'est ce qui est un peu différent. Donc, on va automatiser, on va produire du contenu. Et donc ça reste quand même un changement assez fort, l'IA générative dans nos métiers et dans nos habitudes de consommation. Ça va se tendre, enfin je veux dire ça va se poursuivre. Ce sera pas seulement effectivement de l'automatisation, d'industrialisation, ce sera aussi un dialogue entre guillemets entre les outils et l'utilisateur. Un pont qui réunit. On sera bientôt des avatars intelligents. Voilà, il n'y aura plus rien à faire. Ça va être génial. Peut-être le mot de la fin, puisque nous n'avons pas eu la chance, comme tu l'as dit, hein, Victoria, d'assister à ce premier rendez-vous. Ouais. J'imagine qu'il ouvre peut-être une série de rendez-vous. Hein. Je croise les doigts pour que la prochaine fois, notre agenda nous permette de venir. Quel message tu ferais passer aux patrons de PME, aux entreprises suisses, de s'intéresser justement au travail de la data, parce qu'on est aujourd'hui en 2025, il y a encore des PME qui font des factures sur Excel. J'aime bien citer cet exemple, mais il est toujours malheureusement d'actualité. Là, on ne parle même pas de BI, de CRM ou quoi que ce soit, des termes qui sont forts à Univers, à Métropole. Quel message tu ferais passer pour susciter de l'intérêt, de la curiosité, puis d'être accompagné par un groupe tel que le vôtre pour peut-être revoir des workflows ou les améliorer pour la bonne marche de l'entreprise? Non, mais je dirais que de toute façon, maintenant, la data, elle est vraiment présente de partout, dans tous les métiers, dans toutes les fonctions d'entreprise. Donc, je pense qu'il faut, en fait, juste se poser un peu, on disait tout à l'heure, le pourquoi. En fait, quel est mon objectif, en fait? Là, où est-ce que je veux aller? Et souvent, en fait, la donnée, elle vient pour aider à atteindre ces objectifs. C'est comme ça, d'ailleurs, que nous, on accompagne nos clients. On n'essaie jamais de proposer une solution technologique. On essaie de comprendre leur cœur de métier. Là où est-ce qu'ils veulent aller, les convictions qu'ils ont et qu'est-ce qu'ils veulent porter en tant qu'entreprise. Et derrière découlera une solution technologique. Et dans tous les cas, en fait, il n'y a pas de sujet qui est trop gros à prendre en compte. On peut toujours partir sur un sujet et puis après, autour de ces sujets, de ce premier cas d'usage qui est réalisé, grandir et faire grandir nos clients avec nous. Et souvent, on utilise une phrase qui est un peu simple, mais qui est dire faut voir grand, mais commencer petit. Et rien nous empêche en fait de voir ce qu'on veut être dans 5 ans, et puis après à travers une roadmap de commencer par des cas d'usage très concrets. Et surtout, ce qu'il faut éviter de faire, c'est avoir les longs effets tunnels où en fin de compte on a un résultat qu'au bout de bien trop de temps. Oui, et nous on essaie d'avoir des roadmaps plutôt très ciblés pour avoir des points de passage avec une vraie valorisation du travail autour de la donnée qui est réalisé par les équipes. Alors, peut-être un dernier message. À qui faut-il s'adresser chez Micropole pour pouvoir faire appel à vos services? Voilà, c'est l'espace promo. Vas-y, donne-nous une URL, un numéro de téléphone ou que sais-je, parce qu'effectivement, c'est pas facile en tant que chef d'entreprise de trouver le bon interlocuteur pour être accompagné dans un tel projet. Donc, vas-y, c'est le quart d'heure promo. Eh bien, du coup... c'est gentil, je l'avais pas préparé, mais merci beaucoup. Non, mais du coup, vous pouvez commencer par me contacter déjà. Donc c'est po.spinelli@cross-systems.ch. Je serai le premier point d'entrée. Et puis après, il y a toute une équipe d'experts en fait qui seront là. Je rerouterai au regard du vertical métier auquel appartient l'entreprise, à l'expert en fait qui saura répondre à tout ça. Et vous pouvez déjà m'envoyer un email et puis je ferai le travail après.
Génial, génial. Je me suis permis de faire ça, hein, ce tendu la perche. Non, c'était important parce que Cross fait partie de Micropole et votre branding, il est vraiment compliqué. Voilà. Non, mais il y a aussi. Ça va changer bientôt. On est en train d'y travailler. On y travaille. Donc vous avez énormément de marques. Il y a beaucoup d'activités, mais pour leur défense, parce que pour l'avoir vu il y a des dizaines d'années, c'était aussi un des premiers acteurs. À l'époque, on parlait de BI, la Business Intelligence. Oui, je me rappelle. Tout s'enchaîne, hein, naturellement. Ah, mais c'est une suite. Et c'était un premier acteur, comme à l'événement de cette semaine passée, eh bien, c'était le premier qui s'était lancé à prendre les utilisateurs par la main. Donc, bravo pour ce travail de vulgarisation, de prosélytisme. Et même après de marketing digital. Exactement, et tout, voilà. Exactement. Ouais. Un grand merci à Pierre-Olivier pour ce temps partagé. On le rappelle, hein, c'est très facile de le trouver. Vous allez sur Internet et vous demandez à votre copain l'intelligence artificielle de vous mettre en contact avec lui. Ça sera un agent, voilà. Super facile. On te souhaite plein succès. Et puis, je pense que je ne m'aventure pas trop loin en disant qu'il y aura une deuxième édition l'année prochaine. Ah oui, c'est l'ambition en fait. On a essayé de construire un événement pour pouvoir le refaire année après année. Donc, on donne rendez-vous en 2026. On travaille déjà sur la date. Et les invités, donc on vous tiendra au courant de tout ça. On fera attention à notre agenda cette fois-ci. Merci beaucoup et on te dit à très très bientôt. Salut. Avec ces enjeux. Bye bye. Merci bien. Voilà, il est temps de se dire au revoir. Et c'est toujours manuel hein, chez nous. C'est moi qui appuie sur les boutons. Il n'y a encore pas d'automatisation. Parce que c'est bien nous. Hein, on n'a pas encore parlé des robots. Oui, exactement. On va se voir la semaine prochaine. Mais avant de vous lancer cette invitation, hein, vous voyez le petit logo en bas à droite, voilà. Hein, le meilleur de la pub. Oui. Lâchez vos plus beaux projets. On est en avril et c'est à la fin du mois d'avril que tous les projets, même s'il y a des vacances de Pâques, même s'il y a des jours off. Parce que nous, on n'est jamais en vacances. Donc, mais plein d'agences m'ont déjà appelé, donc oui. Et le site est ouvert, voilà, vous pouvez soumettre vos tout projets. Fonctionne, et vous devez être prêt pour la fin du mois. Voilà. Et pour ceux qui regardent ce live ou qui le réécoutent, la billetterie est également ouverte. Elle attend vos commandes pour participer à cette édition anniversaire qui se tiendra le 15 mai au Musée Olympique. Et on travaille sur la belle surprise qu'on va pouvoir bientôt annoncer. Donc, à mon avis, moi, je serai vous. Je me ruerai. Voilà, ruerai, j'arrive à parler français, pour me procurer mon sésame pour cette 10e édition du meilleur de la pub. Voilà. Portez-vous bien, à la semaine prochaine. Ciao.